Françoise m'a demandé de vous expliquer pour quelles raisons, par quel itinéraire, si vous voulez, voilà, comment et pourquoi je me suis investi dans une réflexion sur les rapports hommes-femmes, la domination masculine, et quand j'ai pu, par mes fonctions, j'ai aidé, quoi. Voilà. Au fait, au départ, si vous voulez, moi j'étais un garçon ordinaire, quoi, c'est-à-dire famille pauvre, catholique. Mon père et ma mère s'entendaient assez bien. Mon père n'était pas tellement dominateur, c'était plutôt sa belle-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère qui dirigeait la famille. Donc vous voyez, je suis un type du Nord, et dans le Nord, souvent les gendres vont vivre chez leur épouse, hein. Et donc ils se retrouvent comme mâles sous l'autorité de la belle-mère. Bon. Passons là-dessus. Donc j'avais aucune raison de... Alors quand j'étais jeune, je suis pas entré en Cagne, et puis après j'étais normalien, et vous savez, j'ai 73 ans, alors faites le compte, quand j'avais 18 ans, à l'époque, je voulais changer le monde profondément, et après la guerre, Foucault, moi, Châtelet, toutes sortes de gens, selon les âges, étaient communistes ou trotskistes. Voilà. Bon. Alors moi, à l'époque, en tant que communiste, qu'est-ce que j'avais comme vision des rapports hommes-femmes? Une vision d'une naïveté désarmante. Hein. On fait la révolution, et après, les rapports hommes-femmes, tout ça, ça va être résolu. Il faut d'abord abolir les classes dominantes, puis après, on verra, quoi. Mais de toute façon, ça devait se faire dans la foulée, quoi. Bon, vous voyez la connerie que ça représentait, bon. Mais on était comme ça, quoi. Dans les cellules du Parti communiste, à l'époque, d'ailleurs, quand j'étais en Cagne, alors, pour certains et certaines qui ont mon âge, peut-être ça va vous donner un souvenir. Donc j'étais en Cagne et il y avait des cellules à Henri IV, etc., n'est-ce pas, à la rue d'Ulm et tout, quoi. Et alors on n'avait pas le droit de parler de sexe. Il ne fallait pas parler parce que la cause était plus importante que les femmes, quoi. La révolution, je veux dire, non. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, bon. Bien. Donc il n'y a rien de me prédisposer à comprendre autrement les choses, quoi. Et c'est là que vous allez voir l'apport de l'anthropologie ou de la distance qu'on prend en allant dans une autre société. Et ce qu'on va découvrir va vous faire revenir vers vous-même en boomerang, de façon très forte, quoi. Alors moi, je suis allé en Nouvelle-Guinée parce que c'était le paradis des anthropologues. Je voulais aller en Bolivie. J'étais l'ami de Métro, et le soir où on avait fixé mon départ, il s'est suicidé une demi-heure après que je l'ai quitté. Bon. Alors c'est pas de ma faute, hein, c'était tragique. Et donc, au moment de l'enterrement, au cimetière de Bagneux, j'étais avec Lévi-Strauss, on suivait le corbillard, et il me dit, bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, je dis, je vais partir en Bolivie. Là, je discutais avec Métro, et alors Lévi-Strauss me dit, permettez-moi, mon cher ami, de vous donner un conseil. Alors, nous avons déjà beaucoup d'anthropologues en Amérique. Je vous suggère d'aller dans le nouveau paradis de l'anthropologie. J'imite bien, hein, je suis bon, hein, pour ça. Donc vous voyez le caractère solennel. La Nouvelle-Guinée. Putain, je savais où c'était, mais bon. Très bien. Alors j'ai lu quelques livres pendant un an. Ça coûtait très cher d'aller en Nouvelle-Guinée. Il fallait être détaché au CNRS à l'époque, avoir un détachement. Puis j'ai demandé à Lévi-Strauss le temps nécessaire, donc au moins une mission de 2 ans, et l'argent nécessaire pour choisir moi-même le terrain. Donc vous voyez, j'ai quand même été un peu émancipé par rapport au maître.
Ouais. Ouf, j'ai choisi moi-même. Bon. Le résultat, c'est que j'avais une liste que des copains américains m'avaient donnée, une liste de groupes à visiter. Hein. Et j'ai atterri chez les Barouillas par une série de hasards. Vous voyez, le hasard, c'est important dans la vie. Et bien sûr, les Barouillas n'étaient pas sur la liste. C'était tout à fait par hasard que je me suis retrouvé chez eux. J'ai choisi d'être chez eux, après avoir visité toute une série de tribus. Alors, c'est là que, si vous voulez, alors, je vous donne mon expérience quand même sur mon premier terrain, ça a été 3 ans. Alors, c'est pas du journalisme. 3 ans dans la jungle, à 2000 mètres d'altitude. J'étais pas seul blanc, il y avait un militaire, bien sûr, et un missionnaire, bien sûr, et un universitaire, bien sûr. Donc, vous voyez le trio, là. Bon. Mais j'étais le dernier arrivé. Hein. Alors, donc... je reste 3 ans et après, sur une vingtaine d'années, je suis retourné souvent et donc, finalement, j'ai passé 7 ans dans ce groupe, dans cette société. Donc, on commence à les comprendre, non ? 7 ans avec des enquêtes systématiques, je dis, c'est pas simplement l'empathie qui compte, c'est de savoir aussi écouter, interroger, être présent et faire des recherches systématiques sur la parenté, sur le terroir, etc. Bon. Quand je suis revenu, j'ai écrit, vous allez voir, donc la production des grands hommes, qui est devenu un classique, paraît-il. Et j'ai écrit ça il y a 8 chapitres, j'ai écrit ça en 8 semaines. Donc j'étais enceint, hein, j'étais porteur de ça. Et à la différence de mes collègues qui faisaient des monographies, avec le premier chapitre géographie, deuxième chapitre la parenté, troisième chapitre l'économie, quatrième chapitre la religion, cinquième chapitre la colonisation, sixième chapitre conclusion, j'ai décidé que ça n'avait aucun sens. Enfin, ça pouvait avoir du sens. Mais que ce que j'avais vécu et observé, c'était un phénomène majeur, qui était la domination masculine. C'est une société sans classe, sans État, où il y avait une hiérarchie, et fondamentalement, la clé pour mettre de l'ordre dans ce que j'avais observé, c'était, regardez le sous-titre, pouvoir et domination masculine chez les Barouillas de Nouvelle-Guinée. Ok ? Et pourquoi j'ai fait ce choix ? Bon, société sans classe, sans État. Je suis arrivé à peu près 5 ans, à peu près 5 ans après le contrôle militaire de cette tribu. Donc vous voyez, c'était l'acte de naissance coloniale. C'était l'État de Nouvelle-Guinée qui était en fait un État australien. C'est un peu compliqué, mais ça vous explique aussi ce que c'est que le colonialisme. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette immense île, avait été colonisée par 3 puissances européennes. Au nord, ça s'appelait, par les Allemands, Neu-Guinea. Le sud, British Papua. Et l'ouest s'appelait West Irian, c'est-à-dire les Hollandais, les Allemands, les Anglais. Vous voyez le coup ? Bon. Évidemment, tous ces gens ne connaissaient pas tout ça. Hein. Et il s'est passé que les Allemands ont perdu la guerre 14, comme vous le savez. Et donc, à ce moment-là, toutes les colonies allemandes, Cameroun, tout ça, ont été réparties. Et donc, la Nouvelle-Guinée est devenue un territoire sous tutelle de la Société des Nations, qui précède l'ONU. Hein. Bon. Vous entendez ? Ça va ? Bon. Le sud, British Papua. Alors, à ce moment-là, le British Papua, l'Angleterre, maire du Commonwealth, donne la juridiction de la Papouasie à l'Australie. Bien. Et ensuite, la Société des Nations donne la juridiction de la partie nord, qui était allemande, de nouveau à l'Australie. Et l'Australie se retrouve avec 2 administrations différentes, l'une en tutelle des Nations Unies, si on veut dire, et l'autre en tutelle du Commonwealth. Vous voyez le bordel que ça représente. Bon.
bordel sociologique et administratif, colonial, etc. Bon. Passons là-dessus. Donc moi j'arrive en Nouvelle-Guinée. Pour des tas de circonstances, j'arrive dans une tribu qui n'était pas sur la liste qu'on m'avait indiquée, et je la choisis pour plusieurs raisons. Je choisis les Baroya pour... il y a des choix, quoi. Il faut justifier vis-à-vis de soi-même où on va travailler, quoi. Première raison, il venait justement des découverts. Alors vous voyez un peu le fantasme de l'anthropologue. Des gars qui sont découverts depuis 5 ans, ça travaille drôlement dans l'imagination. Deuxièmement, ils vivaient 3000 mètres d'altitude, 2500 mètres dans la jungle, haute montagne, hein, mais dans des villages de 200 à 300 personnes. Alors j'avais l'intention de faire venir ma femme et mes enfants. Donc, que c'était tout petit, et je préférais quand même ne pas naviguer dans la jungle entre des petits groupes de 20 personnes, dans des hameaux et tout ça. Déjà 200 personnes, c'était bien. Troisièmement, une autre raison, c'est que il fabriquait, tout de suite un missionnaire me dit, le missionnaire qui était là me dit, il fabrique une monnaie. Alors moi je suis un anthropologue, monnaie, Malinowski, monnaie, tout ça, je commence à vibrer un peu, quoi, hein, les échanges primitifs et tout, bon ça ils sont bien là. Troisième raison qui est importante quand même, un choix, ils avaient résisté aux Blancs. Ah, ça c'est sympa aussi quand même, parce que sur la route, les troupes coloniales avaient essuyé quelques tirs quelques volées de flèches, quoi. Donc il m'était très intéressant pour toutes ces raisons. Vous voyez, hein, bon, alors après j'ai écrit à Lévi-Strauss et je lui ai dit j'ai trouvé. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe pendant les 3 années de mon premier terrain? Et c'est les matériaux qui ont donné après la production des grands hommes. Je m'aperçois, si vous voulez, que quotidiennement, division du travail, attitude dans la famille, je vais en parler après, grande cérémonie d'initiation masculine, cérémonie d'initiation féminine. Je suis moi-même initié en partie, parce que j'avais 2 enfants, j'ai eu le droit d'aller jusqu'à un certain stade parmi les hommes. Qu'est-ce que j'aperçois? Alors donc c'est là que ça devient... C'est là que j'ai commencé, si vous voulez, à modifier mon être, parce que ça m'a permis de revenir sur la situation des hommes et des femmes en France, dans mon propre pays. Je vais vous donner un exemple, je vais partir de ce qui m'a mis 2 ans ou 3 ans à découvrir. Mais si je pars de là, vous allez voir, ça va vous faire remonter dans la société et comprendre les enjeux et l'imaginaire et le symbolique qui font partie des rapports de domination. Au bout de plusieurs années, parce qu'il ne parle jamais à des missionnaires comme ça, ni surtout à un journaliste qui passerait pour 15 jours, j'ai demandé à mes copains, là, dites-moi, qu'est-ce que c'est qu'un enfant pour vous? Comment vous fabriquez des enfants? Alors vous allez voir des enjeux dans le corps, et des rapports d'appropriation réels et symboliques. Donc les gars me disent, Maurice, bon, tu sais bien, pour faire des enfants, il faut faire l'amour. Bon, ça va, c'était pas trop difficile à comprendre. Mais alors, qu'est-ce que fait l'homme? Parce que nous, on pose des questions comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que fait l'homme? Ah ben, nous, tu sais, c'est le sperme qui fait... Attends, ils me disent pas l'enfant, ils me disent c'est le sperme qui fait l'enfant, mais... Alors je dis, mais la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Alors ils disent, la femme c'est un sac. Donc Gilia c'est un sac. L'utérus, quoi. L'utérus, il l'appelle sac. Bon. Alors qu'est-ce que fait le sperme? Ils disent, développe, le sperme, ça fait un enfant, un fœtus. Alors ils me disent, c'est un fœtus. Et alors je dis, mais bon, mais un fœtus, c'est pas un enfant. Il dit non, mais un enfant, c'est pas, moi je suis pas suffisant, moi homme, pour faire un enfant. Alors vous allez bien comprendre le jeu là maintenant. Il dit, est-ce que tu as déjà vu, alors probablement il faisait allusion à des fausses couches, enfin des trucs comme ça. Donc tu as vu, il n'y a pas un fœtus, ça n'a pas de doigts développés, il n'y a pas de nez, etc. Nous, avec notre sperme, on fait ça. Mais on ne fait pas un enfant. L'enfant ne peut pas, c'est pas nous, on ne peut pas le finir. Ah bon, il dit, qui est-ce qui finit l'enfant?
Il dit c'est le soleil comme divinité, quoi. Hein. Donc le soleil fabrique, transforme le fœtus, le complète, et sort un enfant. Attention, c'est encore plus compliqué après. Je dis attention, un enfant, bon, ok, oui, mais Maurice, attends, si cet enfant, il faut attendre 1 an, il reste avec sa mère. Et alors, le bébé, quand je suis arrivé, c'était encore une époque ancienne où, quelques années avant, les types utilisaient des outils de pierre et tout ça, donc, hein, avec des gars qui avaient 40, 50 ans, ils avaient vécu sans les blancs, hein. Moi, j'étais comme ça à l'entrée, quoi, ou à la sortie, je sais pas, du néolithique. Et donc, il me raconte, bah, tu vois, il faut attendre 1 an. Et s'il survit, on va lui donner un nom. Pendant 1 an, un homme ne peut pas voir son enfant. Il faut cacher faut le cacher, quoi. Alors, en effet, les femmes foutaient leur enfant dans un sac avec des mailles, donc il pouvait respirer et tout. Mais l'homme ne pouvait pas voir un enfant, un bébé. Il ne pouvait pas le toucher, surtout s'il pissait dessus ou chiait dessus. Alors là, c'était pas possible, il devenait hystérique, les gars. Bon, alors il dit, au bout d'1 an, s'il survit, alors là, on lui donne un nom. Et alors il commence à devenir un enfant. Vous vous rendez compte? Il dit, alors le nom, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est le nom? Alors ils disent, alors le nom, c'est toujours le nom. Si par exemple je m'appelle Godelier, je suis du clan des Godeliers, automatiquement mon nom c'est le nom d'un grand-père ou d'un grand-oncle. Donc toutes les 2 générations, les noms reprennent. Hein. Donc il y a des dizaines de Godelier Maurice. D'ailleurs, il ne faut pas se planter dans les généalogies là. Oui, mais alors, ils me disent le nom, mais bon, je pousse un peu parce que alors le nom, tu sais, avec le nom, c'est l'esprit de l'ancêtre qui vient avec son nom. Donc, alors, faites le compte maintenant. Faites le compte avec moi. Pour faire un enfant, il fallait un homme avec domination masculine, parce que c'est le sperme qui fait quand même le boulot au départ. Hein. Mais vous allez voir, je vais vous expliquer dans d'autres sociétés comment ça marche. Ensuite, il y a le soleil qui achève le corps pour en faire un enfant viable. Le nez, c'est parce que on va percer le nez pour les initiations. C'est par là qu'on marque le corps, des garçons comme des filles. Les doigts de pied, les doigts des mains, c'est parce qu'il faut chasser, il faut marcher, etc. Et puis, arrive donc un nom avec un esprit. Avec la différence avec les Esquimaux, etc., enfin les Inuits, c'est que quand l'esprit revient, se réincarne, on n'a pas de souvenir de la vie précédente. Il n'y a pas de souvenir. On redémarre à 0, quoi. Bon. Donc, si vous regardez bien cette représentation de la conception des enfants, vous voyez déjà des enjeux qui sont là. Le premier enjeu, c'est la domination masculine, parce que c'est d'abord le sperme. Bon. Attention, alors je vais pousser plus loin pour que vous compreniez. Ça ne suffit pas. Maintenant, sortent du ventre des femmes, des garçons et des filles. Je bois un café, et après je repars avec vous. Hein, bon. Non, c'est bon, c'est bien. Ça va, ça marche? Donc, elle me materne. Bon, passons. Alors, mais c'est bien, c'est bien. Donc, maintenant, vous avez des garçons et des filles qui sortent du ventre des femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à partir de 9 ans, on arrache vraiment. C'est très, très, très violent, la scène. On sépare violemment les garçons. C'est des gamins, là, ils pleurent et tout. Et on les sépare du monde féminin et des femmes, vraiment, de leur mère. Alors la mère arrive avec les sœurs et tout ça. Le gamin est bien habillé, elles lui ont fait un pagne neuf et tout, des corses neuves et tout, c'est bien. Et là, c'est une scène assez dure parce que toutes les femmes se présentent. Et vous avez devant le monde féminin un grand couloir, si on peut dire, avec 50 hommes de chaque côté, avec des épineux, des bagailles, des bouts de bois, enfin des tas de trucs. Et un gars arrive, c'est pas n'importe qui,
prend l'enfant sur son dos, l'arrache à sa mère et court. Et au fur et à mesure qu'il court dans ce couloir, les deux sont battus. Clac, clac, clac. Ils arrivent en sang. Et là, on le met dans le monde masculin. Donc, vous voyez la jouissance. Hein. Alors, le gars, il est absolument... etc. Arrive à ce moment-là un de ses parents, qui est un initié, et un de ses parents, un jeune homme de 20 ans, tout ça, qui va jouer un rôle féminin pendant plusieurs années dans la maison des hommes. Il va le caresser, il va lui mettre des baumes pour la blessure et tout, le calmer. Et pendant des années, il va être une sorte de principe féminin dans le masculin. Bon. Maintenant, pourquoi quand ils arrivent dans la maison des hommes, qu'est-ce qui se passe? C'est divisé en 4 stades. De 9 ans, on peut dire en haut, comme il n'y avait pas de calendrier, les gars, il n'y avait pas d'écriture et tout. Donc de 9 ans à 20 ans, quoi. Bon, les jeunes garçons gravissent 4 stades. Premier stade, ils sont habillés à moitié en garçon, à moitié en fille. Et on leur laisse le cul nu aux petits, Yuwambaye, les premiers, pour qu'ils aient honte de voir une femme et d'être vus par une femme. Donc, putain, sur le corps, c'est dur. Hein. Voilà. Deuxième stade, Kawetni, ils commencent à t'habiller un petit peu. Ils sont habillés en petit homme, quoi. Mais ils n'ont pas le droit d'aller à la guerre encore et tout ça, mais ils peuvent porter des flèches. Après, c'est le 3e stade. Ça, c'est vraiment le stade de la puberté, donc 15 à 18 ans, puis ensuite 18 à 20, 21 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je vais vous dire tout de suite le grand secret. Bien sûr, théoriquement, les femmes ne doivent pas savoir ce que je vais vous dire. Alors, sortez, si vous voulez. Sortez. Bon, donc, c'est là que vous allez voir un enjeu et une pratique symbolique pour nous, peut-être pas tout à fait pour eux. Tous les garçons sont obligés d'avaler le sperme des garçons de 15 à 20 ans. Donc, si vous voulez, il y a des relations homosexuelles qui se nouent nécessairement. Si un garçon refuse, il est tué. Et on dit à sa mère qu'il a eu un petit accident de chasse, terminé. Donc, c'est pas la Gay Pride. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Alors, pourquoi cette pratique? Parce que les jeunes de 15 à 20 ans n'ont pas eu de rapport sexuel, théoriquement. Hein. Ils n'ont pas eu de rapport hétérosexuel. Et donc, le sperme qu'ils vont donner, ils vont inséminer donc, les garçons avec une substance qui est entièrement vierge de toute pollution féminine et qui correspond pour eux à la force et à la vie. Donc, ils donnent la vie. Ben, regardez bien. Ils redonnent la vie. C'est-à-dire que les initiations sont pensées par eux comme une deuxième naissance. Et cette fois-ci, sans les femmes. Enfin. Vous voyez, ils sont enfin libérés des femmes, quoi. Bon. Alors, je vais plus loin encore. Ah, ben ça, ils disent pas ce que je vous dis ça, ce que je vous dis là, ils vous le disent pas aux missionnaires, hein, qui sont là pour arracher leurs coutumes paganiques. Voilà. Alors après, quand vous discutez avec les gens, puis en plus, moi, je suis un gars plutôt sympa, quoi. Donc, il faut avoir beaucoup d'humour aussi dans le métier. Hein. Faut pas venir avec des attitudes d'arrogance, quoi. Il faut écouter quand même. Donc, quand ils ont eu confiance en moi, ils m'ont expliqué aussi, Maurice, écoute, tu vois là, quand on se marie, alors tu vois, quand on se marie, on n'a plus le droit de donner notre sperme aux enfants. C'est pas possible, puisqu'on a mis notre pénis dans un vagin, tu peux plus le mettre dans la bouche d'un garçon, ça c'est pas possible. Bon, donc, commencez déjà à voir que là, l'homosexualité, c'est une pratique de construction de la virilité. Et tout le monde y passe. C'est-à-dire, c'est pas un petit gars qui est un petit peu fragile dans la famille, hein. Tout le monde doit y passer. Et pourquoi? Parce que, c'est ça qu'il faut comprendre, le sens social et l'enjeu, on peut dire,
presque de politique entre les sexes, hein, c'est ça, c'est que ça institue la supériorité des hommes sur les femmes, puisque ils ont joui d'une double naissance, une naissance avec les femmes, par les femmes, enfin avec les femmes. Si la femme est un sac, elle n'est pas un sac, c'était Freud qui parlait. Alors, si la femme est un sac, elle n'est pas génitrice. Le seul géniteur, c'est l'homme, puisque son sperme va faire quelque chose. Donc vous voyez aussi, il faut faire gaffe à toute cette représentation, c'est les autres, surtout si vous avez des immigrés qui viennent de différentes cultures et qui n'ont pas la même conception de ce que c'est qu'un enfant. Bon, passons là-dessus. Ça, c'est avec Sarkozy, quand je lui téléphone, je lui explique. Bon. J'essaie de lui expliquer comment il faut faire pour le mariage arabe et tout ça, mais bon. Oui, ça, j'espère. Ça va venir. Ça va venir. Bon, passons là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils me racontent les jeunes, là? Ils me disent, bon, tu vois, quand on se marie, la première nuit, d'abord la nouvelle maison est faite par tous les hommes du village et toutes les femmes, c'est très symbolique. Ensuite, le foyer où on va manger, est fait par les hommes du clan de l'homme, et aucune femme, y compris cette femme, n'a le droit d'enjamber. Donc, si vous vivez avec les gens, vous voyez qu'ils se comportent dans des espaces. Alors, toujours les entrées de maison jusqu'au foyer du milieu, c'est pour les marmots, les femmes. Si vous allez au fond, c'est pour les hommes. Et il prend de temps en temps un garçon pour l'asseoir à côté de lui. Mais si une femme enjambe le foyer, paf. Pourquoi? Parce que son sexe s'ouvre au-dessus du feu. Le feu, c'est la nourriture va dans la bouche de l'homme. Bon, passons sur tous ces dimensions d'appropriation et de l'espace, etc. Et si j'agrandis maintenant, je quitte une maison Barouya et je prends le village Barouya, au sommet du village, la maison des hommes, où sont enfermés les gamins là. Tout en bas du village, près de l'eau, un espace interdit aux hommes. Les maisons menstruelles, où les femmes vont, pas toujours pendant leurs règles, toujours pour accoucher. C'est totalement interdit. Je suis allé là-dedans. Putain, ça a fait un clash énorme. Bon. Donc, un homme qui va dans les maisons menstruelles, c'était pas bien, quoi. Bon, passons. Donc, vous voyez déjà l'espace masculin au haut, complètement féminin, bisexuel au milieu, et quand vous rentrez dans une maison, la bisexualité refait, en fait, c'est deux mono-espaces, un pour les hommes, un pour les femmes, et en fait, l'homme peut traverser le truc de la femme, mais pas la femme, l'espace de l'homme, ok? Bon. Donc, je reviens à mon histoire, ça vous fait rentrer un peu dans des logiques différentes de domination et les imaginaires, parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas l'impression que l'ingestion de sperme, ça peut transformer totalement un individu, hein. Je ne pense pas. En plus, je ne vous cache pas, en plus, que les gars, ils font pas seulement de la philosophie, ils sont pas en train de vous faire un cours de philo sur la domination masculine. La fellation se fait jouir, hein. Donc il y a un érotisme entre aîné et cadet. Donc faut pas transformer tout ce que je vous dis simplement en théorie, hein. Bon. Quand vous vivez avec les gens, vous voyez que c'est des corps qui vivent, c'est des gens, etc. Alors donc il m'explique, tu vois, Maurice, première nuit avec tous les garçons se réunissent dans la maison du jeune marié, c'est la dernière nuit ensemble. Ensuite, deuxième nuit, c'est la femme avec toutes les filles du village, dernière nuit ensemble. Et ensuite, on couche ensemble. Ah non, il m'explique, on ne peut pas coucher ensemble. Ah bon, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites alors? Alors il dit, il faut attendre que la case toute fraîche, toute neuve, toutes les parois soient devenues noires de la suie du nouveau feu, et là on peut baiser, quoi. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous faites pendant des semaines alors? Il dit, ben tu vois Maurice, on donne notre sperme à boire à la petite qu'on épouse. Ouais, je dis, c'est bien ça, c'est parfait. Mais, donc vous pensez, vous, à des trucs, hein? Bon. Ils m'expliquent pourquoi. Ils me disent, mais tu sais pourquoi? Alors vous avez des idées, peut-être c'est seulement érotique, ce qui est d'ailleurs vrai. Mais non, ils disent, tu sais, notre sperme est en train de gonfler les seins de notre femme,
Et le lait qu'elle va donner à nos enfants, à mes enfants, c'est mon sperme. Ah putain, je leur dis en français, bien sûr, intérieur. Non, mais là, je leur ai dit en barouillage, je dis quand même, vous faites fort, les gars, parce que chez nous, le lait, c'est vraiment maternel, c'est vraiment la femme. Et vous avez réussi à exproprier les seins de la femme et son lait. Donc je les ai félicités parce que je trouvais qu'ils avaient poussé très fort, là. Enfin, je veux dire, je n'ai pas félicité, mais vous voyez que j'ai quand même... ça m'a fait penser, quoi. C'était très fort. Donc c'est là que vous voyez ce que c'est que des rapports hommes-femmes qui ne sont pas seulement des rapports politiques, bien que je vais vous parler maintenant des rapports politiques et religieux, mais des rapports qui sont implantés dans les corps, qui sont dans des pratiques, etc. Bon, alors maintenant, je vais faire en 3 minutes un exposé classique. Alors, c'est une société patrilinéaire. Les enfants donc n'appartiennent qu'au mari et au clan du mari, donc pas du tout au clan de la femme. Donc c'est pas comme chez nous, Maurice Godelier est marié avec quelqu'un, les enfants appartiennent aux deux, si on peut dire. Bon, c'est pas comme ça. Là, les enfants sont... Bon, ensuite, comment on se marie? C'est par... ça faisait plaisir à Lévi-Strauss, si on peut dire. Échange des femmes, direct. Donc, ça s'appelle Guinamaret. Donc là, je tombe dans une société qui illustrait la thèse de Lévi-Strauss, thèse qui n'est que partiellement vraie, que la parenté, ça serait l'échange des femmes. Bon, là, c'était vrai que c'était l'échange des femmes. Il y a des sociétés où c'est l'échange des hommes. Il y a des sociétés où il n'y a pas d'échange du tout. Donc, ne généralisez pas Lévi-Strauss. Moi, quand j'étais petit, je pensais que c'était la Bible. J'ai appris que ça ne l'était pas. Bon. Bien. Donc, non, mais, bon, prenez précaution, ne prenez pas des théories qui sont déjà dépassées. Hein. Bon. Prenez ce qu'il y a de bon, quoi. Alors donc là, les gens m'expliquent, tu vois, quand on se marie, je donne une femme et on me donne une femme. Bon, très bien. Donc c'est ce qu'on appelle Guinamaret. Si j'ai pas de femme à donner, je donne ma première fille. Vous voyez, je prends une femme, elle fait une fille, la première fille, je la rends. Au lieu de donner ma sœur, je donne ma fille. Vous avez compris? C'est la même chose, mais une génération après. Bon. Et puis ensuite, bon, c'est ça pratiquement les principes. Et donc vous avez un échange des femmes, et les femmes, elles décident pas. Elles décident pas avec qui elles vont être échangées. Hein? Mais même les garçons, parce que quand j'étais avec les jeunes, 15 ans, 17 ans, 18 ans, c'est pas eux qui choisissaient leurs femmes. C'était derrière les aînés qui faisaient l'échange. Alors les petites, quand j'ai discuté avec elles, elles savaient avec qui elles allaient vivre. Donc normalement, elles n'auraient pas dû aller voir, mais elles partaient dans la forêt pour regarder leur futur mari. Et après, elles disaient, oh là, putain, il est vraiment laid, celui-là. Ou bien des trucs comme ça, quoi. Bon. Enfin, des trucs comme ça. Mais finalement, bon... Et après, il y avait un rite secret. Il y avait un rite secret auquel j'étais initié. Quand le jeune homme savait avec qui il allait vivre, il y avait une cérémonie secrète dans la forêt où il s'adressait au soleil. Et il disait au soleil, avec ses copains du même âge, enfin, je fais la prière au soleil. Donc il appelait comme ça. Et il disait, voilà, maintenant, cette petite, je sais pas, moi, Marilyn Monroe, par exemple, son nom, eh bien, maintenant, c'est à moi. Donc, il prenait possession déjà avant de se marier, hein. Il avait 17 ans. Dès qu'il savait avec qui ça allait se passer, pof, il prenait possession, ça, très bien. Donc, bon, c'est pas visible tout ça, hein. Tout ça, c'est la vie des gens, c'est des coutumes, comme on dit. Alors si vous partez, donc, vous voyez, dans la parenté déjà, dans le système de parenté, parce que c'est un système patrilinéaire, eh bien, avec échange des femmes, les femmes étaient en quelque sorte séparées de la gestion de leur enfant.
C'était l'intérêt du clan de leur mari qui passait. Et c'était l'intérêt de son clan qui avait fait qu'elle avait été donnée. Donc elle a été 2 fois squeezée. Vous avez vu, non? Ok. Maintenant, si vous preniez, par exemple, la vie matérielle de cette époque, eh bien, vous aviez une division sexuelle du travail. C'est-à-dire, les femmes faisaient l'horticulture. Attention, elles n'abattaient pas la forêt dans la jungle. C'était un travail assez dur. Les hommes faisaient le boulot. Après, les femmes géraient le jardin, récoltaient les patates douces, portaient ça le soir nourrissaient les cochons et faisaient la cuisine. Si vous observez bien une société à domination masculine, vous allez voir beaucoup de formes de résistance féminine. Hein? C'est pas du black and white, c'est pas comme ça. Les femmes sont pas passives, elles ont des formes à elles de résistance. Il y avait 2 formes de résistance qui étaient un peu fortes. La première, c'est les femmes, quand elles en avaient marre de leur mari, parce que c'était quand même, il y avait des rapports de violence énormes, que je vais vous décrire. Comme les Barouillas ne savent pas nager, les rivières sont très dures, et qu'il n'y a pas de pont, sauf un arbre abattu, il arrivait qu'une femme pousse doucement son mari dans l'eau. Ce qui fait que le type mourait, et on retrouvait son cadavre 6 km de là, chez les ennemis. Bon, ça, il fallait faire doucement, parce qu'il ne faut pas être vu. Hein. Mais la femme était soupçonnée vraiment d'avoir un peu poussé, quoi. Ça, c'était vrai, ça. Enfin, c'était aussi l'angoisse des hommes, parce que je vais vous expliquer les angoisses des hommes, ça, c'est pas mal non plus. Hein. Mais la grande chose pour tuer un homme, c'était le forcer à se pendre. Donc, quand le mari avait vraiment fait chier la marine pendant trop longtemps, la femme faisait ceci. Pendant qu'il faisait l'amour, elle prenait le sperme du gars et le jetait dans le feu devant lui. Si vous faites ça, le type doit aller se pendre. Pourquoi? Parce que son sperme est brûlé, le sperme c'est l'homme, donc le gars, boum, il périssait par là où il avait péché, quoi. Alors vous voyez un peu les rapports de violence qui peuvent exister. Évidemment, les rapports de violence étaient plutôt généralement à sens masculin sur féminin. Alors qu'est-ce que c'était? Dénigrement, insultes, des coups. La violence, il n'y a pas que, hein, puisque en France aussi, hein, tous les 3 jours, je ne sais plus quoi, etc. Ou bien notre ami espagnol qui a dû prendre une loi contre la brutalité masculine en Espagne. Mais si vous voulez, il y avait aussi une violence que vous allez comprendre, qui est une violence par la pensée et une violence idéale, je dirais. Quand j'ai été initié, on m'a raconté les mythes fondateurs. Et vous allez voir maintenant que violence et en même temps ambivalence. C'est pas black and white. Hein. Violence et ambivalence. Donc voilà maintenant, si vous voulez, ce qu'on dit quand déjà vous êtes un homme un peu avancé avec quelques enfants là derrière. Donc on vous dit, écoute Maurice, tu sais, au départ, c'est les femmes existaient seules. Nous, on est venus après les femmes. Alors, ah bon, très bien. Tu sais, les femmes, finalement, au départ, elles avaient inventé l'arc, les flèches. Ah tiens, parce que les femmes sont interdites de porter des armes. Porter des arcs et des flèches. Les femmes sont séparées de la violence armée, qui est toujours quand même un instrument du pouvoir dans toute société, non? J'ai dit, bon, très bien. Et après, j'apprends aussi que les femmes avaient inventé l'horticulture, quoi. Donc elles avaient... chez nous, on a joué du tam-tam, nature, culture. Les femmes, c'est la nature, les hommes, c'est la culture. Mais là-bas, c'est le contraire. Ils disent que c'est les femmes qui ont inventé tout. Bon, donc, vous devriez être contente, hein? Oui, mais c'est un peu vicieux, ce truc. Parce qu'après, ils vous racontent ceci, tu vois, Boris. Les femmes, elles avaient un truc formidable. Elles avaient des flûtes et elles jouaient une musique merveilleuse. Bon,
Donc, les arcs, les flèches, etc. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ah ben écoute, alors vous voyez, le mythe, vous êtes au premier temps. Hein, grâce à ce mythe qu'on vous raconte dans la maison des hommes, vous êtes projeté au temps des origines, où les premières femmes sont là. Les hommes sont venus après. Ok. Et les hommes, c'est quand même, ils n'étaient pas très doués là. Hein. Et alors, il dit, tu vois, Maurice, donc on vous dit ça comme si vous y étiez. Comprenez aussi que les mythes, c'est comme la religion. On vous le raconte, donc c'est vrai. Et c'est vrai parce que c'est vrai toujours. Vrai. Toujours vrai. Bon, très bien, ok. Alors, tu vois, les femmes, elles foutaient la merde, en fait. Voilà ce que tu comprends. Elles avaient inventé l'arc, ça c'est sûr. Mais elles tenaient l'arc de mauvaise manière. Elles tuaient tellement de gibier, trop de gibier. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent m'expliquer? Que les femmes, bien sûr, sont très créatrices, même plus que nous les hommes, mais elles foutent la merde, et donc, alors, ils vous expliquent, on a été obligé de leur voler les arcs, et puis on leur a volé les flûtes. Ah bon, alors écoutez bien, ça veut dire qu'il a fallu faire violence aux femmes pour mettre de l'ordre, parce que les femmes étaient créatrices, mais elles étaient créatrices aussi de désordre. Donc l'ordre, c'est représenté par les hommes qui mettent de l'ordre dans le cosmos et dans la société. Tout en reconnaissant, c'est ça l'ambivalence, que les femmes avaient le pouvoir d'eux. Donc vous allez comprendre maintenant des tas de trucs. Donc j'ai dit, les flûtes, c'est quoi? Alors les flûtes, bon, quand vous êtes initié, les flûtes, c'est vachement compliqué. Tous les gamins sont alignés. Ils pissent de peur parce que c'est dur, les initiations, c'est pas marrant. C'est très violent, quoi. On leur rappelle qu'ils sortent des femmes, que c'est de la merde, qu'ils sont des merdes et tout ça, qu'ils vont devenir des hommes. Donc les gars, ils sont... Et donc, à ce moment-là, on entend des bruits, c'est des flûtes, mais ils ne peuvent pas voir les flûtes. Pendant la première initiation, un garçon ne peut pas voir les flûtes. On joue des rhombes, les rhombes, ça fait woum, 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 c'est un truc terrible, ils n'ont pas le droit de voir que c'est des hommes qui jouent les flûtes et des hommes qui jouent les rhombes. Mais après, ils vont découvrir, c'est l'initiation, ils vont découvrir. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que les flûtes? Alors, si vous êtes initié, on vous dit le nom secret de la flûte, c'est vagin. Ok. Et qu'est-ce que c'est qu'un initié? Alors, ils vous disent, le nom secret d'un initié, c'est fœtus. Donc, vous comprenez maintenant qu'est-ce qu'ils ont piqué aux femmes? La capacité, en jouant des flûtes, de faire qu'ils donneraient naissance, puisqu'ils ont piqué un vagin, quoi. Donc vous voyez que parfois les hommes, c'est un désir de vagin, même si les femmes, c'est un désir de pénis. Voilà. Donc là-bas, ils sont très agités avec le désir de vagin. Et donc, ils ont piqué le pouvoir des femmes, quoi. Alors après, on discute, puis c'est là que... Quand je vous raconte tout ça, il faut des heures et il faut beaucoup de mois avant qu'on y arrive. Et donc, après, ils vous disent ceci. Tu vois, attends, voilà, Maurice. Tu comprends pourquoi il faut qu'on fasse des initiations tout le temps, tous les 3 ans. Il ne faut jamais arrêter d'initier les garçons. Ben, je dis non. Et là, vous allez comprendre. Parce que les pouvoirs des femmes leur appartiennent éternellement. Ce qu'on a fait, c'est de les séparés de leur pouvoir. Mais si on relâchait, écoutez bien, si on relâchait, les pouvoirs rentrent dans les femmes, c'est elles qui dominent. Vous comprenez ce qu'ils vous disent? Ils n'ont pas besoin d'aller à la Sorbonne, les mecs. Hein. Ils n'ont pas besoin de faire des grandes théories sociologiques. Ils vous expliquent que si on relâchait la violence et la domination masculine, les femmes auraient des pouvoirs. Alors c'est l'idée des pouvoirs qu'elles avaient et qu'ils pourraient reprendre. C'est leur façon à eux de comprendre. Et donc, ils ont une trouille. Ils ont une ambivalence fondamentale devant une femme. Ils font les machos, ils gueulent, ils tapent, mais il y a une sorte de peur, une sorte de peur, devant la femme, devant les femmes. Bon. Alors beaucoup. Donc c'est là que vous voyez quand vous mettez tous ces éléments de puzzle. Et
Vous voyez donc une violence dans la pensée. Cette violence faite aux femmes déjà dans les mythes. Les mythes justifient, par une histoire qui n'a jamais existé, qui est donc purement imaginaire, justifient aussi des pratiques symboliques. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique symbolique? C'est mettre en scène, en acte, des idées. Et quand vous les mettez en acte dans des rites, ça devient un rapport social entre les hommes et les femmes. Donc, les Européens, enfin en France surtout, on prend toujours, surtout quand on a parlé du primat quand j'étais jeune, du primat du symbolique, sur l'imaginaire et sur le réel. Et un nommé Lacan a dit père imaginaire, père réel, père symbolique. Ok, s'il fallait faire un primat, je dirais que c'est le primat de l'imaginaire. Mais un imaginaire qui ne passe pas dans des actes, il n'est pas efficace socialement. Pour il passe dans les actes, l'imaginaire, parce que quand même que les enfants n'appartiennent qu'à un homme et que le sperme seul fait l'enfant, c'est complètement une abstraction, c'est un coup de force imaginaire qui fait du social quand même. Hein. Donc comprenez le truc là, l'enjeu? C'est que pour que l'imaginaire devienne un rapport social, il faut qu'il passe dans des pratiques symboliques, qui ne sont pas symboliques pour eux, mais pour nous. Pour eux, le soleil est là, le Dieu est là. Il n'est pas, c'est pas un symbole du soleil. Le soleil est là, à côté d'eux. Donc, c'est pas qu'ils sachent pas ce que c'est qu'un symbole. Comprenez bien, tous les guerriers baroya, ils ont ici un bandeau rouge qui est la couleur du soleil. Les uns, ils ont tous une plume de pigeons blancs, enfin ça n'a pas d'intérêt, qui montrent qu'ils sont des guerriers. Et quand ils sont chamans en même temps, ils ont une plume d'aigle. Donc quand vous voyez un type, j'allais dire dans la rue, il n'y a pas de rue, quand vous voyez un gars dans la forêt qui arrive, vous savez qu'il est chaman, qu'il est ceci et cela. Et donc les symboles, ils montrent leur carte de visite là tout le temps. Mais quand ils disent que le soleil est là, c'est pas symbolique. C'est pour nous que c'est symbolique. Pour eux, le soleil est là, quoi, c'est tout. Ils sont avec les dieux, quoi. Il n'y a pas de monothéisme, hein. Pas un seul Dieu là-bas en haut. Les dieux sont à côté, ils s'en vont, ils reviennent. Donc les polythéistes, c'est pas le même sacré que chez nous, hein. C'est pas le même divin que chez nous. Donc vous arrivez donc à la fin à comprendre comment il y a une sorte de profonde ambivalence quand même dans cette violence et dans ces rapports. Alors finalement, si je voulais dire de façon abstraite, dans une langue dite scientifique, enfin, vous voyez, quelles sont les relations entre les hommes et les femmes dans cette société, vous découvrez que finalement, il y a 4 relations emboîtées. Il y a d'abord une relation de complémentarité, les femmes font de l'horticulture, les hommes font de la chasse et tout, ça, on comprend. Il y a une relation d'opposition en même temps, parce que ce que fait l'un, l'autre ne doit pas le faire, il pourrait le faire, mais il ne doit pas le faire, donc c'est une opposition. Il y a une relation troisième de hiérarchie, parce que ce que fait l'homme est mieux que ce que fait la femme, plus important, etc. Et alors surtout, ce qu'on ne voit pas, mais on comprend, c'est que la relation de hiérarchie ouvre sur une 4e relation tout le temps, c'est-à-dire sur une relation que j'appelle d'englobement. Et c'est pas mystérieux. C'est-à-dire que les hommes, à partir du moment où ils sont au sommet de la hiérarchie, ils représentent toute la société. Ils représentent eux-mêmes et les femmes, eux-mêmes et les initiés, eux-mêmes et les non-initiés. Donc un sexe représente le tout de la société. C'est une relation d'englobement. C'est-à-dire, ils sont représentants d'eux-mêmes comme hommes et représentants de la société tout entière. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sont au cœur, non pas seulement de la parenté là, mais au cœur des rapports qu'on appelle, nous, Européens, politico-religieux. Vous comprenez? Politico-religieux. Et que pour instituer un pouvoir global, eh bien chez nous, ça sera des élections, je ne sais pas quoi,
Chez eux, c'est les initiations. Ok? Donc les initiations, parce que là, si vous voulez, dans les initiations, les dieux arrivent, le soleil et tout ça, et les hommes sont présents, les esprits de la nature sont là, etc. Et c'est les hommes qui font l'orchestre. Donc on peut dire que les initiations, c'est une grande machine politico-religieuse, et elle concerne tous les membres de la société, c'est-à-dire aussi bien les garçons que les filles, tous les âges, tous les lignages, tous les villages. Et alors c'est là que j'ai vu, si vous voulez, comment c'était vécu et pratiqué par les gens. Quand ils ont fabriqué les grandes maisons d'initiation, c'est une fois tous les 3 ans, on construit une gigantesque maison comme ça, hein, pour mettre 300, 400 personnes là-dedans qui vont danser pendant des jours. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le maître des initiations, qui est un homme, et le maître des chamans. Et là, la seule différence dans cette société, le seul endroit où les femmes sont en compète avec les hommes, c'est dans le chamanisme. Pourquoi? Parce que les femmes sont capables de guérir par des magies, elles sont capables de tuer par des magies. Donc j'ai été avec les initiés dans les chamanismes, etc. Les femmes sont censées toutes les nuits, les femmes chamanes, envoyer leur esprit, donc elles ne dorment pas, si on peut dire. Les chamans, hommes et femmes, ne dorment jamais. La nuit, ils protègent le tribut contre les ennemis, contre les chamans ennemis, mais aussi contre les ennemis. Donc les femmes chamanes envoient leurs esprits qui sont le long de l'eau de toutes les rivières et protègent, et les hommes chamans envoient leurs esprits au sommet des montagnes qui protègent toutes les montagnes et les frontières. C'est une division du travail aussi. Mais tout le temps, le maître des chamans, celui qui initie aussi bien les hommes que les femmes, c'est un homme. Hein? En dernière analyse. Donc c'est tout à fait intéressant. Mais c'est quand même le seul domaine de la vie sociale où, quand j'étais là, c'est-à-dire aussitôt après les débuts de la colonisation, maintenant ça a beaucoup changé. Hein. Maintenant les petites, c'est fini, elles boivent plus le sperme des gamins, elles jouent au volley-ball les seins nus au milieu de la place, c'est terminé, hein, tout ça. Donc je vais vous expliquer, ce que je vous donne, c'est une vision qu'on pouvait avoir au début de la colonisation. Depuis 20 ans, les choses ont beaucoup changé. Beaucoup changé. Et les rapports hommes-femmes ont beaucoup changé. Mais pendant les 10 premières années où j'étais là, à cause de... Les Blancs interdisaient la violence masculine, parce que les Blancs sont très bons pour interdire la violence des hommes noirs ailleurs, ils sont très très bons. Et les missionnaires prêchaient toujours l'amour du prochain. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein? Bon. Alors, entre les missionnaires allemands et les officiers australiens, évidemment, l'amour devait régner, hein, partout. Alors évidemment, qu'est-ce que ça a donné? Interdiction de la guerre tribale, parce que c'était toujours en guerre, les tribus. Et alors, qu'est-ce qu'ont fait les barouillards pendant que j'étais là? Ils ont tué leurs femmes. Bon. Donc à chaque fois, ils tuaient plus les guerriers ennemis, mais ils tuaient quand même quelques femmes. Donc, souvent, j'ai discuté avec eux, je dis quand même, les gars, maintenant vous tuez plus les ennemis parce que les Blancs sont là, mais quand même, pour tuer votre femme, c'est plus facile. Hein. On avait des discussions assez nettes là-dessus. Mais il disait, tu comprends, Maurice, avec vous, les Blancs, là, maintenant, nous, on n'est plus des hommes. On n'est plus des hommes. On n'a plus le droit de tuer nos ennemis. On est amputé. Enfin, si vous traduisez comme ça, c'est comme ça ce qu'il disait. Il disait. De toute façon, ils avaient raison sur un certain point. Dès que vous êtes colonisé, vous avez perdu la souveraineté sur vous-même. Vous avez perdu la souveraineté sur votre territoire. Vous dépendez des autres pour votre développement durable, d'ailleurs. Alors donc, on comprend. Hein, mais bon, tout de suite, les rapports hommes-femmes sont repartis autrement. Mais après, ça s'est dézingué. L'affaire s'est dézinguée quand même. Hein. Parce que pourquoi? Alors, je vais vous raconter quelque chose qui va pas vous surprendre. Ben, les femmes ont adhéré rapidos au christianisme. Elles se sont converties très vite au christianisme. On leur prêchait l'égalité de l'homme et de la femme, etc. Donc le samedi, il y avait un des offices qui venaient, des
des missionnaires de tribus différentes, ou bien des blancs, mais il n'y a plus de blancs maintenant, pratiquement. Et les femmes étaient les plus nombreuses à assister à l'office. Mais l'office était évidemment prêché par un homme. Ça arrive, vous savez. Il y a des religions où les hommes quand même continuent à prêcher. Voilà. Bon, donc c'est là que vous comprenez un peu de ces sociétés et leur structure. Alors l'évolution, ça a été qu'avec le colonialisme et le post-colonialisme, les gens commençaient à voter, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un vote, etc. Interdiction de tuer sa femme et de la battre. Bon, ça n'a pas tellement modifié les mœurs en profondeur, mais les initiations étaient à moitié arrêtées. Maintenant, les filles, normalement les garçons ne devaient jamais redescendre dans le village tant qu'ils n'avaient pas 20 ans, ils devaient chasser et tout. Maintenant, les filles, la fois dernière je suis allé, j'ai trouvé un terrain de basket au milieu du village, et les filles de 15-16 ans étaient en train de jouer au basket, je suis tombé sur le cul, c'était quand même assez super. Et il y avait tous les initiés, hommes jeunes, 17-18 ans, qui disaient les mêmes conneries qu'en France. Oh, celle-là, elle a des beaux nichons, tu vois bien. Bon. Donc, c'était pas plus intelligent. Donc, vous voyez que c'était moderne, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Alors, c'est là que vous comprenez que quand vous avez vécu une expérience comme la mienne, et que vous avez essayé d'analyser comment ça fonctionne, les mécanismes. Quand je suis revenu de Nouvelle-Guinée, j'ai écrit et j'ai trouvé le titre, La production des grands hommes. Pourquoi grands hommes? Alors là, il faut expliquer. Les Barouillas disent grands hommes, c'est un grand guerrier, c'est un type qui tue corps à corps. Ou c'est un grand chaman, ou c'est un chasseur de casoars. Mais qu'est-ce que c'est qu'un casoar? Oui, c'est comme une autruche. Hein? Et donc, le chasseur de casoars doit étrangler, c'est assez compliqué quand même, et il doit donner à manger la chair du casoar aux initiés. Pourquoi? Parce que le casoar est une femme, c'est la femme sauvage qui vit dans les forêts. Alors, vous voyez, bon. Donc on donne à manger aux initiés le corps d'une femme sauvage. Ok. Alors les grands hommes, c'est ceux-là, c'est le grand guerrier, tout ça. Alors les hommes ordinaires, les Barouillas entre eux, comme moi je suis un homme, ils disaient Maurice, tu sais, les hommes, finalement, c'est que des patates douces. Wopai, c'est-à-dire des patates douces. Je dis pourquoi? Bah, tu sais, quand ils vont à la guerre, ils tirent les flèches de loin en courant en plus. Hein. Seuls les grands hommes vont attaquer corps à corps pour mourir. C'était un peu comme chez les Grecs anciens, vous voyez, Hector et tout ça. Les gars qui vont le premier, ils tuent à la hache, hein, c'est pas de la blague. Hein. Et les autres, ils tirent des flèches de loin, là, en courant fort. Donc de temps en temps, il y en a un qui est tué, mais bon, c'est pas fréquent, quoi. Donc ils considèrent que les hommes, en général, c'est quand même que des patates, quoi. Hein? Mais quand même, parce que hommes, ils sont supérieurs aux femmes. Vous voyez un peu le truc. Alors, après, il y a une exception. C'est là qu'ils m'ont dit, il y a une exception, Apmuenanga, c'est-à-dire un grand homme. Par exemple, moi, j'étais un grand homme. Je m'excuse de vous le dire, mais il me disait, t'es un grand homme. J'étais flatté, bon, Apmuenanga, très bien. Mais il y a des grandes femmes aussi, Maurice. Alors, bon, alors, je te donne la définition d'une grande femme. 9 enfants qui ont survécu. 9 enfants qui ont survécu. Je me souviens très bien de cette femme, elle avait une autorité incroyable. Grande chamane, et une femme qui élève 9 enfants. Il n'y a pas de lait en poudre. Hein? C'est travailler dans les champs. C'est produire la nourriture, c'est élever des enfants qui ne meurent pas. Et s'il y a surtout 5 garçons sur 9, c'est top. Donc la femme que je connaissais, Nungwakak, bon. Et quand une femme est ménopausée et qu'elle est grande, comme ça, elle a beaucoup d'autorité sociale. Elle peut même se lever quand les hommes discutent pour faire la guerre et tout, pour leur dire c'est des cons, arrêtez tout ça. Elle peut le faire. Une gamine, une jeune ne peut pas, c'est impossible. Bon.
Alors j'ai participé 2 fois à des initiations féminines. Donc le tableau, maintenant, je vais vous le compléter jusqu'au bout. Hein? Au bout de 2 ans, je disais toujours à mes amis, Jirinac, tout ça, qui avaient fait les généalogies avec moi, des femmes qui connaissaient vraiment la parenté, tout ça. Oui, écoutez, quand vous initiez les filles, vous pourriez m'inviter quand même, non? Bon. Alors évidemment, c'est impossible. Impossible, quoi. Un homme ne peut pas participer aux initiations féminines, comme jamais une femme ne peut participer aux initiations masculines. Alors je disais ça parce que il fallait essayer, quoi. Hein, il fallait bien essayer, quoi. Notre métier d'anthropologue, c'est un métier assez compliqué. Hein, c'est un métier assez voyeur aussi. Hein, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon. Alors un soir à minuit, une petite que je connaissais bien, elle a eu ses règles. Donc, bon, je dis comme ça, bon, peut-être vous pourriez m'inviter pour son initiation. Moi, j'y pensais pas. Bon, elle descend dans la maison menstruelle. Pendant 15 jours, elle doit rester là. Et tous les jeunes filles, tous les petits viennent la visiter, les femmes viennent la visiter. Et à ce moment-là, j'avais 2 Américains avec moi qui voulaient absolument filmer des primitifs, entre guillemets, vous voyez. Bon. Moi, je dis, tiens, descendez avec moi, je vais aller visiter Imbaïgak, elle est dans la maison menstruelle, je vais voir si je peux discuter avec elle. Bon, alors là, je pars avec des hommes barouillas, et puis ces 2 Américains, là. Et on descend la colline vers le bas, parce que les huttes menstruelles se trouvent à côté de l'eau, tout ça, vous voyez, les symbolismes et tout ça. Et au fur et à mesure que j'arrive, je descends la montagne, là. Les barouillards avec moi deviennent hystériques complètement. Tous les hommes qui étaient avec moi, arrête Maurice, où tu vas là? Où tu vas? Ben, je dis, je vais voir les femmes. Là. Arrête, arrête. Et ils se mettent à gesticuler comme des cons, comme ça. Et puis ils partent. Ils étaient devenus hystériques complètement. Complètement. Bon, je dis aux 2 Américains, restez là, parce que... Allez, mettez-vous en haut de la colline. Si vous avez des photos à prendre, prenez-les de haut, là, comme ça. Et moi, je descends. Et je franchis la ligne invisible de l'espace féminin. Putain. Donc je vais voir la petite, on discute et tout. Elle m'explique aussi qu'on va lui apporter du gibier, parce que quand les filles ont perdu leur sang, le futur fiancé amène beaucoup de gibier, les frères, tout ça. Et ce requin, quoi, ils se refont du sang, quoi. Très bien. Bon. Donc, je reviens au village. Les hommes n'étaient pas très contents. Hein. Pas très contents. C'est toujours à cause de cette petite-là que... au bout de 15 jours, 3 semaines, elle devait avoir le nez percé, des tas de trucs comme ça. C'était le top de son initiation. Et donc, je n'y croyais pas. Donc, à minuit, on vient. 2 femmes vieilles viennent me chercher. Maurice, tu descends avec nous. C'est cette nuit qu'on initie, etc. Imbaïgak. Bon, j'étais vachement content, donc je pars. Je tombe dans un espace où il y avait 900 femmes à peu près. Vous voyez le topo. Hein. Bon. C'est-à-dire toutes les femmes de tous les villages viennent à chaque fois qu'il y a 3-4 filles qui ont eu leurs règles en même temps. Et là, il n'y a aucun homme. Donc elle m'avait pris dedans, quoi. Alors qu'est-ce que je vois quelques étapes d'une initiation féminine, et au début les jeunes filles là, elles sont à côté d'un feu extrêmement brûlant, et elles suent, c'était terrible la chaleur, elles changent de peau. Et il y a des vieilles qui tapent dessus, paf, paf. Alors, bon, les vieilles, avec leur bâton à fouir, tapent dessus, en leur disant, qu'est-ce qu'elles leur disent? Donc, je traduis. Eh bien, maintenant que tu as tes règles, quoi, maintenant, et que tu es fiancé, parce que c'est à ce moment-là qu'on la fiance, hein,
tâche de ne plus regarder les garçons, hein. Quand tu seras avec ton mari plus tard, je traduis, hein, style banlieue, si les copains de ton mari viennent, tâche de ne pas leur sourire. Ils vont vouloir te baiser, quoi. Etc. Bon, passons, très bien. Alors, donc, des leçons que les vieilles donnent pour l'ordre. L'ordre. Bon, alors moi, je vais m'asseoir avec des femmes que je connaissais, 40 ans, 5 enfants, tout ça, qui est en train de chatter à côté, parce que ça fait des années qu'elles voient ça tous les 6 mois ou tous les 4 mois, donc elles sont cool quand même, non? Alors donc, moi, je m'assieds avec elles, puis et qu'est-ce qu'elles racontent? Alors là, je vais vous dire une chose, ne soyez pas choqués, vous êtes jeunes ou moins jeunes, mais vous allez voir. Je suis avec des femmes que je connais un peu, qui parlent entre elles. On voit les filles taper comme ça, là, mais nous, on est à faire autre chose, on fume un clope. Et qu'est-ce qu'elles racontent entre elles? Ah, tu sais, le mien, il est con, tu peux pas t'imaginer, c'est leur mari. Hein. Il est con, mais je peux plus supporter ce type, il est vraiment con. Ah, bon, très bien, donc elle commence à jacasser là-dessus. Ensuite, l'autre, elle dit, le mien, il a une grosse bite comme ça, mais il sait pas s'en servir, j'en ai... Donc, quand même, vous voyez, des gars, dans une société où on prêche le respect absolu et la soumission des femmes aux hommes, et que les femmes disent que vraiment c'est le trou du cul, ce connard, c'est quand même sympathique. Moi, ça me plaît. Ben, en général, les anthropologues, comme ils savent pas aller des deux côtés, puis ils écoutent seulement les discours, quoi. Hein. Faut rester longtemps avec les gens pour voir les attitudes réelles. Hein. Bon. Et alors, allons plus loin. Pour voir apparaître aussi la personnalité des femmes dans une société dominatrice. J'allais de temps en temps, bien sûr, nous, notre boulot, c'est d'aller chercher les récits, les mythes et tout, donc qui est-ce qu'on privilégie pour aller voir, ramasser les traditions? Les vieux, hein. Bon. Alors, je me souviens combien de fois, je me souviens d'un coup, là, où je vais voir un vieux tchatché, c'était un clan, là. Bon, le type, il n'était pas frais de la tête. Hein. Pas frais. Sa femme est 50 ans, beaucoup plus rapide, tac, tac, tout ça. Alors je commence avec lui des mythes que je connaissais un peu, le type. Bon, alors normalement, les femmes ne sont pas censées connaître les mythes des hommes. Hein? Vous comprenez bien, quoi. Donc le type, il commence à me discuter, je prends des notes et tout, puis il a arrêté. Et sa femme lui disait, attends, et elle lui complétait le mythe qu'elle ne devait pas savoir, vous voyez. Et moi, je prenais d'autres. Alors, bon, 2-3 fois, il était incapable, donc on a arrêté, j'ai travaillé avec la femme. Mais, alors, vous comprenez la leçon. La leçon, elle est claire, elle est comme chez nous, hein. C'est pas que les femmes, elles doivent pas savoir, mais elles doivent pas montrer qu'elles savent. C'est ça qu'elles doivent faire. Qu'elles se tiennent là où elles sont, où elles doivent être, mais... Donc, quand vous commencez à vivre avec les gens, vous voyez que c'est un peu plus compliqué qu'un tableau black and white, hein, noir et blanc, hein, c'est comme ça, ambivalence, peur des hommes, des femmes, peur des femmes par des hommes, etc. Violence, mais en même temps, il y avait beaucoup de sentiments entre eux de... Alors, quels sont les sentiments qui peuvent jouer entre eux? Si vous êtes marié sans avoir choisi votre partenaire, qu'est-ce qui se fait et qui est tout à fait banal? C'est que je connaissais les gens qui avaient une femme, 2 femmes, 3 femmes, et jalousie entre co-épouses, c'est un bordel épouvantable. Hein. Je vais vous dire que je préférais pas en avoir 3. Hein. Bon. C'est dur à gérer, hein. À cause des femmes entre elles aussi. Hein. Bon. Mais passons. Eh bien, qu'est-ce qui fait l'attachement? C'est les enfants. C'est vraiment quand il y a les enfants que le gars, il est tenu, quelque chose comme ça, quoi. Et il y a un rapport homme-femme qui passe par les enfants, et donc, c'est pas l'amour du coup de foudre. Attention, les types, c'est très intéressant. Cette société où, normalement, les hommes et les femmes sont donnés l'un à l'autre, on peut dire, sans choix, ils autorisent un choix. Regardez bien. Et ça, c'est assez remarquable. Une jeune fille a le droit
une seule fois, le jour de ses premières règles, enfin ces semaines-là, quoi. Comme elle a été marquée, comme on dit, marquée pour un homme, et elle ne veut pas de ce type. La société lui permet, mais c'est vachement dangereux pour elle, mais lui permet de refuser le gibier que son fiancé va lui apporter. Et les cadeaux, les colliers de coquillages et tout ça. Il lui amène tout ça. Si elle refuse, c'est pas seulement son fiancé, c'est les frères du fiancé, c'est tout le monde, là, le clan qui arrive pour lui donner à elle. Si elle refuse, bon, elle fout la merde, pourquoi? Parce qu'elle était donnée à ce monsieur, mais son frère allait épouser l'autre femme, c'est-à-dire elle casse deux mariages à la fois. Vous comprenez? Elle casse son mariage, puisqu'elle refuse, mais la sœur de son mari, c'était pour son frère. Donc la sœur de son mari, son frère ne va pas se marier. Donc elle fout la merde deux fois. C'est dur, hein? Il faut avoir du courage. J'ai connu qu'une jeune fille qui a fait ça. Elle a dit, ce type me dégoûte, quoi. J'aime pas, je l'aime pas, quoi, c'est tout. Bon. Donc la société accepte une fois, c'est fini. Après, deuxième fois, si on lui choisit un homme, elle ne peut pas dire non. Mais en gros, elle se débrouille quand même pour faire savoir qui elle aurait voulu épouser. Donc vous voyez les ruses du sentiment quand même. Hein? C'est pas non plus sans choix individuel d'affection, l'affection pour les enfants, l'affection pour le père des enfants, mais aussi des filles qui veulent des garçons qui veulent des filles. Alors des garçons qui veulent des filles, c'est pareil. Ils peuvent faire une fois le coup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils piquent la fille qu'ils veulent. Ils s'arrangent avec les copains. Hein, je traduis en langage banlieue. Hein. Toc, on s'arrange avec les copains. Et la fille, quand elle va travailler dans les champs, une jeune fille, 18 ans, tout ça, toc, on la pique. C'est-à-dire, il la prend, il y a une manière de la tenir qui fait semblant que ça lui fait très mal, et il la tire dans la forêt. Il la tire dans la forêt, comme ça. Alors le soir, elle n'est pas là, tout le monde crie où elle est, tout ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors le clan de la fille, les arcs, les flèches, le cirque, quoi. Bon. Moi, je suis cool, hein, donc j'ai vu des tas de trucs comme ça, donc faut voir jusqu'où ça va. Donc il trouve bien sûr la fille qui est avec le monsieur, avec le garçon, et 3-4 copains, quoi. Et c'est là que les frères arrivent, salauds, enfin je te traduis. Et qu'est-ce qui se passe? Le jeune homme se laisse battre, donc il reçoit des coups, paf, et ça coule le sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fille, et il lui fait couler son sang sur les seins, sur la poitrine, sur le corps. À partir du moment où son sang est coulé sur la fille, on ne peut pas l'arrêter. Il a gagné. Il peut être tué, mais s'il n'est pas tué, boum, il prend la fille. Alors s'il prend la fille sans avoir donné une fille, il est obligé de donner sa fille plus tard. Et on retombe dans le système classique. Donc vous voyez comment parfois les choix individuels peuvent arriver à traverser des couches épaisses d'interdits. Alors quand je suis revenu à Paris, j'avais oublié complètement qu'il fallait faire la révolution pour pouvoir changer les rapports entre les hommes et les femmes. Vous voyez que la révolution marxiste ou autre serait la condition de la transformation. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été nommé au CNRS. Première chose que j'ai fait, que j'ai proposé à l'époque, à Chevènement, Mitterrand, tout ça, c'était de fusionner les humanités et les sciences sociales. Je trouvais que c'était une connerie d'avoir gardé deux départements petits, et je ne voyais pas pourquoi on était dans les humanités avec l'histoire du Moyen-Âge, et qu'on était dans les sciences sociales avec l'histoire des temps modernes. Ça me semblait un petit peu aberrant. Passons, ça a marché. Et donc le premier, pour revenir à ton anecdote du début, là, le premier grande réunion des directeurs, c'est comme les 7 samouraïs. Hein. Vous avez 6 départements et le directeur général. À l'époque, il n'y avait pas une femme au CNRS à la tête. Maintenant, vous avez une présidente, Catherine Bressignac. Et puis même maintenant, c'est Marie-Françoise Courel dans les sciences sociales. À chaque fois, on me consulte et on me dit surtout tu donnes des noms de femmes pour diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout, tu nous conseilles des femmes pour diriger. Passons là-dessus. C'est la parité imposée. Bon, très bien.
Et donc, à l'époque, il n'y avait pas une femme, hein, on était là. Et première réunion de la direction, on dit à Maurice Godelier, alors, qu'est-ce que le département SHS, Sciences de l'Homme et de la Société, propose? J'avais eu 14 millions à l'époque, c'était énorme, pour faire des actions particulières, des choix d'actions nouvelles. Et je propose, première action, alors on est dans une petite salle, les 7 samouraïs, là, 6 directeurs, physique, chimie, sciences sociales, plus le directeur général, on est tous enfermés dans une petite salle, et on va discuter sur des budgets quand même de beaucoup de millions. Hein. Vous avez manifesté le machisme normal, vous l'avez sorti, et donc je donne 1 million. C'est vrai, c'était très bien. Alors après, j'ai dit, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi le titre est double. C'est là que ils l'ont eu du clac comme ça dans la gorge là. J'ai dit recherche sur les femmes et recherche féministe. Recherche sur les femmes, ça ne vous dérange pas, on peut faire des recherches sur les chiens aussi. C'est un objet. Donc si vous voulez, pourquoi pas faire des recherches sur les chiens, sur les plantes cultivées, sur les femmes et tout ça, ça ne vous dérange pas ça. Mais je vais vous expliquer. Les femmes sont dans des rapports sociaux. N'est-ce pas? Comme vous. Et il y a des femmes qui peuvent accepter ces rapports. Mais il y a des femmes qui peuvent être dans ces rapports et vouloir les changer. Les premières, les femmes. Les deuxièmes, des femmes féministes. Vous comprenez? Je dis, recherche sur les femmes, ça gêne personne. Recherche féministe, c'est pour les femmes qui, parmi celles qui veulent chercher aussi à changer les rapports dans lesquels elles sont. Ça fait un choc. Mais ils ont compris quand même. Ils ont compris. Puis après, les femmes ont eu le pognon, elles se sont développées, elles ont fait des cercles, des centres, et même... Et je me suis retrouvé à Toulouse avec encore une fois 900 femmes. Hein, et en plus, je n'ai eu que une demi-heure parce que je venais en avion pour inaugurer avec mes amis. Et après avoir inauguré, fait un discours et tout, on m'invite à un bal. Alors moi, je rêvais à nouveau d'être avec 900 femmes dans un bal, mais j'ai dû reprendre l'avion. Donc j'ai été frustré, quoi. Enfin, en fait, j'étais complètement frustré. Donc, est-ce que vous avez compris comment on peut, à partir de ce moment-là, avoir changé? Donc après, j'ai fait des tas de trucs du genre... à part la France, j'ai été beaucoup avec les féministes américaines, Eleanor Leacock, etc. Puis ici, à l'époque, si vous voulez, il y a une chose qui était importante quand même, et sur laquelle je voudrais insister. Pendant toutes ces années, dans toutes sortes de milieux, il y avait des mouvements féministes, aussi bien à la CGT qu'ailleurs. Je dis ça parce que les femmes de la CGT qui avaient fait, je ne sais plus, un journal féministe, elles ont été virées tout de suite, mais passons là-dessus. Mais donc il y avait un mouvement où MLF et d'autres, où toutes sortes de problèmes étaient agités. C'était les salaires, c'était des tas de trucs. Or, je trouve que maintenant, il y a une régression. Je trouve plus cet élan qui posait tous les problèmes. Maintenant, c'est genders. Ok, on a bien compris que toute la situation sociale faite à une femme parce qu'elle est femme, ça fait que son sexe devient un genre. J'ai compris ça depuis longtemps. C'est vraiment ça n'éblouit pas le cerveau. Hein. Mais il y a maintenant des féministes qui disent que le genre n'a plus rien à voir avec le sexe. Moi j'ai quand même un peu de mal. Un peu de mal. C'est pas que je dis qu'il faut pas ouvrir et créer. Mais j'estime que maintenant, de plus en plus, autour de moi, ce sont des féministes abstraites, avec Judith Butler comme héroïne qui écrit des très beaux livres et tout ça. Mais ça isole complètement ces gens-là du reste. Les millions de problèmes et les millions de femmes ne se reconnaissent pas dans la lutte pour le gender. Alors je pense que à la fois c'est parisien, mais un peu en retard sur l'Amérique.
Et là, je trouve plus cette multiplicité de problèmes qui étaient abordés par des groupes très différents. Très différents politiquement, il y avait tout là-dedans. Ça s'est rétréci un peu. Alors, l'égalité homme-femme, si vous voulez, aujourd'hui, elle est reconnue politiquement, etc. Elle est voulue, mais bon, les résultats ne sont pas extraordinaires, hein, comme vous le savez. Il suffisait de regarder la France, sa position en Europe pour le nombre de députés, etc. Enfin, passons, c'est publié dans la presse en permanence. Donc, il me semble quand même qu'il y a la situation d'aujourd'hui est moins dynamique et combative par des mouvements publics, je veux dire, qu'autrefois. Même s'il y a des éléments installés, même si on peut reconnaître un institut, ce qui est bien. Mais tu vois ce que je veux dire? Très bien. Ah, si, elle dit très bien. Bon, ça va alors. Ça. Très bien. Bon. Alors c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon. Ça ne veut pas dire que je sois. Deux mots quand même sur les autres. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu. Bon alors. Rapidement. 11 ans de travail, tous les systèmes de parenté connus et des conclusions qui vont peut-être parfois vous surprendre. Dans la thèse, dans ce livre, je montre d'abord l'échange des femmes, c'est pas la base de tous les systèmes de parenté. Donc voyons un peu. Hein. Si vous avez le temps de le lire, lisez-le. Mais surtout, ce qui est évident pour moi maintenant, à cause de cette expérience et beaucoup d'autres expériences, la famille n'est pas le fondement de la société. Arrêtez votre char avec tous ces trucs-là. La famille change et tout ne va pas foutre le camp. Pourquoi? La famille, c'est fondamental pour votre personnalité, pour votre identité intime et tout ça. Ça ne vous donne pas l'école, ça ne vous donne pas un portable, ça vous donne, etc. Donc, si vous voulez, arrêtons cette histoire que la famille... bon, dans la famille, c'est bien, c'est important, c'est pas ça qui fait le fondement de la société. Est-ce que l'économie fait le fondement de la société? Alors, chez les Barouillas, évidemment, l'économie n'était pas le fondement de la société, ça ne créait pas de dépendance, les échanges matériels. Les gars étaient largement autosubsistants, ils produisaient un surplus pour aller chercher chez les autres ce qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. Dans les sociétés de classe, évidemment, si les classes qui travaillent ne travaillent plus, il y en a d'autres qui s'effondrent. C'est vrai que l'économie ne joue pas le même statut, là. Mais si vous voulez, ce que j'ai appris de mon expérience, et c'est ça que je montre dans le dernier bouquin, qui s'appelle « Au fondement des sociétés humaines », qui est sorti il y a 15 jours, donc surtout ne vous précipitez pas, mais achetez-le. Non, mais je blague. Quel est le sous-titre? Ce que nous apprend l'anthropologie. Donc c'est une défense aussi il y a eu une grande page dans Le Monde là, qui est sortie il y a 2-3 jours, et ils m'ont fait donner comme titre « La connaissance est une ascèse ». Tu l'as vu, non? Bon. Et c'est vrai que pour connaître, c'est un effort terrible. Se décentrer pour comprendre la manière dont les gens agissent et pensent. C'est un vrai travail. Et ce n'est pas une question seulement de 15 jours chez les autres, c'est beaucoup de temps chez les autres. Et savoir mener des enquêtes systématiques dont vous ne savez pas d'avance le résultat, mais quand vous en avez fait plusieurs dans plusieurs dimensions, elles se recoupent. Et le recoupement, vous ne pouviez pas le prévoir. Ça, c'est ça, les sciences sociales. Vous voyez, c'est fondamental. Donc, ce que je montre ici, si vous voulez, c'est que dans le dernier bouquin, là, c'est que la parenté n'est pas le fondement de la société, que dans beaucoup de ce qui est vraiment, qui fait société, qui vous donne une identité globale, ce sont des rapports que nous, les Occidentaux, on appelle, alors les Français, évidemment, la politique est séparée de la religion, vous le savez, et j'en suis d'ailleurs très heureux, mais là, dans la plupart des sociétés, les régimes de pouvoir combinent des éléments religieux et des éléments politiques. Donc ce qui vous donne une identité globale, d'être français et tout ça, c'est les rapports politico-religieux, politiques pour nous. Bon. Et c'est là, si vous voulez, que vous voyez que même une évolution, et c'est bien, des rapports hommes-femmes dans la famille, si les rapports politiques, les rapports de pouvoir, les rapports centraux comme ça, ne sont pas touchés,
eh bien ça met du temps, ça plombe. Ça plombe. Donc le cœur stratégique des luttes, c'est pas seulement la famille, il le faut, c'est ailleurs, pour moi. Donc c'est un peu ce que je dis ici. Au cœur des sociétés, ce sont des rapports politico-religieux qui vous donnent une identité globale, partagée. Alors ce qui m'avait frappé quand j'avais été chez les Barouillas, c'est quand j'ai vu qu'ils construisaient cette grande maison d'initiation. Arrivaient les hommes, et qui avaient leur fils qui allait être initié. Chacun portait un grand poteau qui allait faire le mur de la maison, de la grande maison. Un père portait son fils. Hein, et tous se mettaient, les maîtres d'initiation avaient fait une corde, qui était un piton, enfin passons, une immense corde par terre avant de planter les poteaux. Et quand j'ai vu tous ces pères arriver pour planter leur fils, on peut dire, j'ai dit comment ils vont se mettre ces mecs-là. Et alors qu'est-ce qui m'a frappé, c'est que alors que c'est une société divisée en clans et que moi anthropologue j'aurais pu jouir des clans, la parenté, ils se sont tous alignés en regardant vers l'extérieur, le cul vers l'intérieur, mais tous vers l'extérieur, tous alignés le long de l'un à côté de l'autre. Les hommes, mais ils étaient alignés par village et non pas par lignage. Donc ils n'étaient pas alignés par des rapports de parenté, tous les Godeliers avec tous les Godeliers, etc. Ils étaient, tous ceux qui vivent à Bagneux, tous ceux qui vivent à machin, tous ceux qui vivent étaient alignés. Et au même moment, sur un signe du maître des initiations, au même moment, ils ont planté leur enfant et fait oui, oui, c'est le cri de guerre quand tu as tué quelqu'un, oui, bon, passons là-dessus. Et donc j'ai vu que finalement... Tu le fais bien pourtant. Oui, je peux le faire mieux encore, mais il faut que je m'y mette là. Et donc finalement, qu'est-ce qui était sous mes yeux présenté? C'était l'unité globale des gens, Barouillas. Alors si vous allez plus loin, vous découvrez que le mot Barouillas, le nom des gens, français, le mot global, c'était Barouillas, le nom du clan. Écoute bien, donc il y avait un clan qui s'appelait les Barouillas, qui a donné son nom global à tous les autres, aux Godeliers et tout ça, parce que, et pourquoi? Parce que c'était eux qui avaient les objets sacrés qui permettaient d'initier les garçons. C'est parce que c'était le clan qui avait les objets sacrés qui, dans les initiations, permettaient d'initier. Et qu'est-ce que c'est que... Comment on utilise un objet sacré? Je ne peux pas le faire sur elle. Enfin, je pourrais le faire, mais je vais le faire très doucement pour toi. Hein? Donc, un objet sacré, c'est ça, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, dedans, normalement, je sais ce qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'objet sacré des Barouillas? Ben, j'ai vu ce qu'il y avait un jour, on m'a fait voir, ce qui était terrible. C'était une pierre noire. Et dans la pierre noire, c'était les pouvoirs des femmes. Les hommes avaient dans la main le pouvoir des femmes. Et sur les jeunes garçons, alors tu n'es pas un jeune garçon, que je sache, ils le tapent sur la poitrine, donc je ne peux pas le faire, alors est mal, ils font ça. Et en même temps qu'ils font ça, ils prononcent un mot dans la bouche que personne n'entend. Mais si vous êtes initié, vous le savez. Et le nom, c'est Kanaamakwe, c'est-à-dire le nom secret du soleil. Donc, quand ils font ça, ils mettent la force du soleil dans le corps des hommes. Vous voyez? Ils mettent la force du soleil dans le corps des hommes, et c'est le clan qui possède ces objets sacrés qui a donné le nom français, les Francs, les Français, Barouillas, les Barouillas. Donc vraiment, si vous voulez, cette société, en réfléchissant sans cesse, comme j'ai fait, sur leurs complications, nous donne des idées aussi sur le rôle du politique. Alors chez nous, le sacré, c'est la Constitution, si vous voulez, d'un certain point de vue. C'est pas l'Église. Vous ne pouvez pas acheter la Constitution. Vous pouvez acheter les voix des gens. Ça se fait beaucoup. Vous pouvez être mis en examen. Ça se fait parfois, ça. Pas assez à mes yeux, d'ailleurs. Bon, mais vous ne pouvez pas acheter une Constitution. C'est un objet qui n'est pas vendable.
Et chez eux, vous ne pouvez pas acheter un objet sacré. Vous le donnez à vos enfants, vous le transmettez. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup appris. Et j'ai pas été, si vous voulez, en étant très loin dans une société tellement différente, j'ai quand même compris des processus qu'on peut retrouver chez nous. Vous voyez, c'est des processus qu'on retrouve, des combinations de choses, le rôle de l'imaginaire et tout ça. C'est là que j'ai pu travailler à défaire la plotte, quoi. Et à me donner une idée de ce que c'était que l'imaginaire et tout ça. C'est quand je suis parti, j'étais comme tout le monde. Hein, la parenté, c'est le fondement chez les primitifs. Bah, allez-y, surtout si on échange les femmes. Je tombais dans le piège, etc. Bon, et le travail permet de se décentrer de tout ça. Le travail permet de se décentrer de ces idées qu'on a et qui sont normales dans notre société. Je veux dire, ça va de soi, ça fait partie des idées courantes, quoi. Alors voilà, est-ce que vous avez suivi mon itinéraire ?